Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises un axe fort de leur développement. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Bérangère Gazagne, responsable RSE chez Epson France. Elle nous présentera notamment le Paper Lab, solution innovante de recyclage du papier. Notre débat portera sur les entreprises à mission. Un an après le premier confinement et quelques jours après l'éviction du PDG de Danone. On fera le bilan de la loi Pacte. L'élan des raisons d'être est-il menacé? Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Hubac. Hubac, c'est une marque de basket en laine recyclée. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. Bonjour Bérangère Gazagne, bienvenue. Vous êtes donc responsable RSE chez Epson France. Et je vais commencer tout de suite par la dernière innovation. Vous allez déployer en France, ça existe déjà et c'est déjà proposé dans d'autres pays, une innovation en matière de recyclage. Ce Paper Lab, de quoi s'agit-il ? Alors le Paper Lab, c'est effectivement quelque chose de tout nouveau chez Epson et tout nouveau tout court. C'est une machine qui permet de recycler du papier directement au bureau, donc sur site, à partir des différents documents que vous avez dans une entreprise. Vous mettez le papier usagé dans la machine, qui défibre, qui détruit de façon extrêmement sécurisée tous ces documents-là, et qui, à l'issue du processus de reformation de la fibre, vous produit une feuille de papier que vous pouvez à nouveau utiliser. Donc, il est déjà installé dans des entreprises dans pas mal de pays dans le monde, ce Paper Lab ? En effet, par exemple, au Japon, des collectivités locales, notamment, disposent du Paper Lab et s'en servent, par exemple, pour refabriquer des formulaires administratifs. Alors, ça permet quelles économies? Par exemple, est-ce qu'il n'est pas trop gourmand en eau? Parce qu'il faut recréer du papier, quand même. Alors, justement, c'est là l'un des gros atouts du Paper Lab, puisque c'est un procédé dit à fibre sèche, c'est-à-dire que vous n'avez besoin que d'un fond d'humidité pour faire fonctionner la machine. Par exemple, si vous voulez fabriquer une ramette de papier de 500 feuilles avec un procédé classique, que ce soit du papier recyclé ou du papier neuf, en usine, ce sera entre 50 litres à 120 litres. Avec le Paper Lab, on est vraiment loin de tout ça, puisque pour l'équivalent d'une ramette de papier, c'est moins de 2 litres. Alors, c'est un enjeu majeur, évidemment. 60 à 80% des déchets de l'entreprise, c'est du papier. J'ai trouvé ce chiffre sur votre site. 115 milliards de feuilles utilisées chaque année dans les bureaux. Qui sont les... Alors, vous avez cité des collectivités locales au Japon, mais si on vient sur le marché français, qui sont pour vous les clients potentiels de ce Paper Lab? Est-ce qu'il faut une entreprise de taille quand même importante pour que ce soit rentable d'utiliser une machine comme celle-là? Alors ça devient extrêmement intéressant quand effectivement vous avez de gros volumes de papier, puisque le Paper Lab peut traiter et donc refabriquer jusqu'à 6000 feuilles par jour. Donc on est vraiment sur des gros volumes. Mais c'est un investissement quand même assez important pour une entreprise? Alors, en effet, puisqu'il y a une maintenance qui se fait tous les mois. Cela dit, quand vous traitez de gros volumes, ça vous permet d'abaisser votre impact environnemental de façon extrêmement significative. On a parlé effectivement de la ressource eau, puisque le procédé Paper Lab utilise jusqu'à 95% de moins en eau par rapport à un procédé classique. Mais il faut penser à l'ensemble du cycle du papier, puisque le papier que vous recréez avec Paper Lab, c'est du papier que vous ne faites pas venir sur site, qui n'a pas forcément été produit en France d'ailleurs. Donc il faut penser vraiment de façon globale, et là, les atouts du Paper Lab se révèlent. Oui, effectivement, ça améliore le bilan carbone d'une entreprise. Alors vous êtes venu avec un autre produit qui est proposé par Epson, c'est l'EcoTank. Quelles sont les caractéristiques? Alors, l'EcoTank, c'est une gamme qui existe depuis 2015 dans le monde et depuis 2016 en France. Le principe est à une toute autre échelle que Paper Lab. Chez vous ou en PME, en TPE, vous pouvez disposer d'imprimantes à réservoir, c'est-à-dire des imprimantes qui fonctionnent sans cartouche. Elles sont un peu plus volumineuses que les imprimantes jet d'encre classiques, mais vous fonctionnez avec des bouteilles comme celle-ci, à la place de cartouches. Et en fait, avec ce jeu-là, vous êtes tranquille, suivant votre usage, entre quelques mois et jusqu'à 3 ans. Est-ce que c'est aussi un moyen de fidéliser les clients, d'avoir un produit comme celui-là?
Alors, c'est très engageant, en effet, puisqu'il faut faire la démarche d'avoir une imprimante un petit peu plus volumineuse qui va coûter un peu plus cher à l'achat, mais qui, sur l'ensemble du cycle d'usage, va déjà coûter beaucoup moins cher à l'usage. Ouais. Et aussi, il faut être engagé dans une démarche environnementale, puisqu'on utilise beaucoup moins de consommables qu'avec une imprimante classique. Alors, l'imprimante jet d'encre, ça change quoi? Parce qu'effectivement, ça aussi, c'est une des spécificités d'Epson. Ça change quoi en termes d'économie, en termes d'impact? Alors, la technologie jet d'encre, qu'on parle de jet d'encre pour les particuliers ou pour les professionnels, dispose de nombreux atouts. Elle est déjà très peu énergivore, puisqu'une imprimante jet d'encre va consommer jusqu'à 90% d'énergie en moins qu'une imprimante laser, par exemple. Donc ça, c'est un premier fait économique, et aussi environnemental, bien sûr, par effet de bord. Et également, en termes de consommables, on va être sur des consommables plus légers, plus simples. Et on a également chez Epson développé différents types de consommables pour répondre à des nouveaux usages et aussi pour abaisser l'impact, puisque non seulement je vais vous parler d'éco-tanks et de ces bouteilles, mais on va parler également pour l'imprimante professionnelle de poches d'encre grande capacité, par exemple. Qu'est-ce qu'elles deviennent, ces cartouches d'encre après utilisation? Est-ce qu'il y a une filière de recyclage? Oui, effectivement, il y a une filière de recyclage qui est très efficace en France. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'une cartouche d'impression, sur l'ensemble de sa masse, est recyclable directement au niveau matière à 95%. Et les 5% restants peuvent être utilisés pour générer de l'énergie. On n'est pas dans l'enfouissement, il n'y a pas de perte. Est-ce qu'il faut un procédé, est-ce qu'il faut être incitatif, notamment vis-à-vis des particuliers pour améliorer le taux de recyclage des cartouches? Est-ce qu'il faut finalement un avantage sous une forme ou sous une autre pour que les particuliers recyclent bien leurs cartouches d'encre? Je crois que les Français ont déjà bien acquis des démarches de tri et de recyclage. Il faut certainement encore insister sur l'enjeu environnemental que représente. Oui, mais il faut les renvoyer, ces cartouches. C'est-à-dire qu'on peut pas, on les jette pas dans une poubelle jaune. C'est pas si simple. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends ce que vous voulez dire. Alors c'est pour ça qu'en France, nous avons le principe des éco-organismes. Donc ce sont des instituts agréés par l'État qui pilotent les filières de recyclage. Il y en a bien sûr pour la filière cartouche d'impression, qui sont très efficaces. Et nous sommes d'ailleurs très investis au sein de ces organismes-là, puisque nous sommes actionnaires et membres du comité de direction de Écologique France, qui est un de ces organismes qui met à disposition des points de regroupement pour les déchets électroniques, dont les cartouches. Ouais. Et qui organise les collectes. Mais alors, je repose la question, je suis un peu têtu. Est-ce qu'il faut aller plus loin? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut être incitatif? Est-ce qu'il faut un avantage pour le client, finalement? Pour passer un cap, vous voyez ce que je veux dire? Je comprends. L'avantage, en fait, il faut certainement mieux expliquer les avantages de la technologie, notamment jet d'encre, et toujours faire ce lien entre économie et écologie. Les deux ne s'opposent pas, et c'est là que l'avantage va se révéler. Ok. En 2017, Epson s'est engagé en faveur des objectifs de développement durable de l'ONU. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Quel bilan vous faites de cet engagement? Alors, le bilan, plutôt l'engagement continue, nous l'avons réaffirmé cette année. Nous avons la chance, dans le groupe Epson, d'avoir des entités, des filiales extrêmement engagées. Vous parliez donc des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Nous tâchons de nous engager et de contribuer à ces différents objectifs. Alors, forcément, à notre échelle, on aura certainement plus d'actions sur certains objectifs que d'autres. Il reste une feuille de route, ils nous guident. Et ce qui est très important, c'est qu'ils sont intégrés de plus en plus en amont dans la démarche du groupe Epson. C'est-à-dire que dès qu'on va concevoir des nouveaux produits, on va les prendre en compte. Et on va s'assurer que les aspects sociétaux sont bien pris en compte tout au long de la chaîne de vie des produits. Quand vous dites qu'il y a certains leviers sur lesquels on est plus efficace, quel levier par exemple? Par exemple, la consommation responsable. Là encore, comment répondre à un enjeu de consommation responsable? C'est d'une part, côté entreprise, en améliorant nos pratiques. Par exemple, tous nos sites de production dont nous sommes propriétaires sont certifiés ISO 14001. Sur le volet environnemental, mais aussi, l'un des enjeux, c'est d'accompagner nos clients vers des démarches et des pratiques plus responsables eux-mêmes, c'est-à-dire en leur proposant des produits et des services qui vont abaisser l'impact environnemental de leurs usages. Vous avez reçu, on va terminer là-dessus, l'an dernier, le label EcoVadis Platinum. Quelle est la part de l'innovation dans l'amélioration du bilan RSE d'une entreprise, d'un géant comme Epson?
Alors l'innovation est vraiment un sujet et un moyen majeur d'améliorer notre politique RSE et d'atteindre nos objectifs, puisque le groupe Epson, c'est un groupe d'ingénieurs initialement. Donc on utilise ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire nos technologies pour améliorer nos impacts. On a parlé de Paper Lab, qui en est une illustration particulièrement évidente, mais ce n'est pas tout, il faut aussi se donner les moyens. Dans les 10 prochaines années, le groupe Epson va investir l'équivalent de 800 millions d'euros pour développer des technologies plus éco-responsables et aller vers plus d'économie circulaire. Merci beaucoup Bérangère Gazagne, à bientôt sur Bismarck. Tout de suite, on débat sur le mouvement des entreprises à mission. La crise Covid freine-t-elle le mouvement des entreprises à mission? Comment interpréter l'éviction d'Emmanuel Faber, le PDG de Danone? On en débat tout de suite avec Arnaud Gangloff. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Key Partners. Et puis avec nous en visioconférence, Anne Mollet, directrice générale de la communauté des entreprises à mission. Bonjour Anne Mollet, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, je vous entends très bien. Bon, la liaison est bonne, c'est super. Je commence par un constat fait justement par la communauté des entreprises à mission et cet observatoire. Chiffre fin 2020, 88 sociétés à mission en France, 34% de PME de moins de 50 salariés, 79% de ces entreprises qui relèvent du secteur des services et 62% en Île-de-France. Alors il y a une surreprésentation francilienne, Anne Mollet. Est-ce que c'est lié, alors je ne sais pas, à la domiciliation des sièges sociaux, à un manque de pédagogie de la loi Pacte? Comment vous l'exprimez, vous l'expliquez ça? Alors tout d'abord, la loi Pacte a été promulguée en mai 2019 et le décret d'application portant sur la société à mission date de janvier 2020. Donc nous avons à peine un an de recul sur la question. Et donc par rapport aux chiffres que vous avez mentionnés, je peux vous en donner les plus actualisés possibles et qui montrent bien la dynamique à l'œuvre en matière de société à mission. Donc le nombre de sociétés à mission a été multiplié par 3 en 6 mois. Et aujourd'hui, à mi-mars, nous comptons près de 150 sociétés à mission. Donc c'est le premier chiffre que je voulais vous donner. Donc la dynamique se confirme bien en 2021, en début 2021. Et alors je reviens sur la surreprésentation francilienne. Est-ce que vous avez une explication quand même? Vous l'avez mentionné, effectivement, les sièges sociaux sont pour beaucoup en Île-de-France, mais pour autant, ce qu'on peut voir aussi, c'est que les sociétés à mission sont présentes dans 11 des 13 régions métropolitaines. Donc là encore, on voit une bonne représentation des régions, mais qui va s'amplifier avec le temps. Arnaud Gangloff, dans ce chiffre-là que je retiens à l'instant, il vient de nous donner Anne Mollet, 150 entreprises à mission aujourd'hui, x3 en 6 mois, ça répond tout de suite à une partie de la question de notre débat. La crise Covid, ça n'a pas freiné? Non, je pense non seulement ça n'a pas freiné, mais ça a accéléré. Je pense que un moment de prise de conscience, quoi. Oui, je pense qu'il y a une question de prise de conscience. C'est un mouvement qui est irréversible. Et à la limite, peu importe d'où vient cette tension vertueuse, je dirais. Ça peut venir des consommateurs. C'est pas forcément d'ailleurs toujours les plus rapides. Ça vient de la société dans son ensemble, avec toute forme d'influenceurs. Ça peut venir du citoyen dans ses attentes. Et puis ça vient aussi des collaborateurs. À la limite, peu importe, tous ces acteurs font que cette prise de conscience, elle est de plus en plus grande et que la loi Pacte et la notion de société à mission a ouvert une voie, a proposé un véhicule pour le chef d'entreprise pour ancrer ce changement qui est encore une fois, de mon point de vue, irréversible. Alors, vous l'avez fait dans votre conseil, dans votre cabinet de conseil en stratégie. C'est l'un des premiers, voire le premier dans ce secteur à s'être déclaré entreprise à mission? Oui, on est le premier cabinet de direction générale qui a fait ce passage-là. Je parle sous le contrôle de Anne, je crois qu'on est la 3e société à être passée. Entreprise à mission, on était prêt, c'est vrai qu'on a attendu un peu les décrets d'application. Oui, c'est un passage important parce que c'est un signe d'authenticité. Je pense qu'on ne peut pas donner des conseils quand on ne fait pas le travail soi-même. Voilà, donc des fois on peut reprocher aux consultants de donner des conseils et pas toujours savoir. Nous, on a fait le choix de dire on va le faire chez nous. On va créer cette capacité d'interpellation de nos équipes, de nos associés, pour être capable d'être crédible, légitime et créer les situations de confiance avec nos clients. Alors, je vais vous poser la même question à tous les deux. Je reviens sur ce chiffre, 79% des entreprises à mission qui
qui relèvent du secteur des services. C'est le cas de Key Partner. C'est plus facile dans ce secteur, Arnaud ? C'est plus facile dans le sens où nombre de solutions sont peut-être plus faciles à imaginer dans le champ des services que dans le monde industriel, sur lequel il y a des ruptures technologiques qui sont en cours, mais qu'il faut être capable d'installer petit à petit. Je pense que la culture du service, c'est aussi la culture du client. Donc on est très à l'écoute des attentes, des besoins de ses clients. Et ce sentiment de responsabilité, de capacité à créer une économie plus souhaitable, c'est quelque chose qu'on ressent fortement auprès de nos clients. Donc ça ne m'étonne pas que le monde des services ait démarré peut-être un peu plus vite que d'autres. J'ai aucun doute sur le fait que ça se déplacera et ça s'étendra à tous les secteurs d'activité. Alors justement, Anne Mollet, puisque vous avez des chiffres encore plus récents que les miens, est-ce que cette tendance, elle est en train de petit à petit de se modifier, de changer ? Oui, tout à fait. Effectivement, les services, comme l'a dit Arnaud, ont été les premiers à se lancer et avec en premier lieu donc le monde du conseil, pour les raisons qu'évoquait Arnaud. Un secteur d'activité aussi qui a bougé assez rapidement est celui de la finance et de l'assurance au sein des services. Et ce qu'on peut observer en ce début d'année 2021, c'est plus d'entreprises qui relèvent du secteur industriel. Notamment, je pense à l'industrie textile. Vous avez entendu que Aigle était passé société à mission. Aussi les travaux publics qui arrivent, donc avec notamment le groupe Cheval, donc 650 personnes dans la Drôme. Donc là, ça répond à votre question sur Île-de-France Région. Et on voit aussi un peu tous les secteurs commencer à se structurer, comme notamment tout le secteur de la santé et du médico-social, où on va voir en 2021 aussi pas mal d'entreprises passer société à mission. On voit aussi les cosmétiques qui bougent beaucoup. Et donc, on sent bien qu'il y a un effet boule de neige et une entreprise peut embarquer tout son écosystème, à la fois son secteur d'activité, mais aussi la chaîne fournisseur-client. Oui, parce qu'il faut être en cohérence, donc forcément on s'adresse à ses fournisseurs, à ses sous-traitants pour qu'ils soient en lien et en cohérence avec le projet. À quel point Anne, à quel point ça transforme une entreprise, la structure, la gouvernance, le management d'une entreprise, de se déclarer société à mission ? Oui, effectivement, une société à mission, c'est vraiment un modèle d'entreprise qui est donc inscrit dans ses statuts une raison d'être et des objectifs sociaux et environnementaux qu'elle décide de prendre pour les années à venir. Et en fait, ça rassemble effectivement les entreprises qui s'engagent sur un chemin de transformation plus contributif au bien commun. Et cette mission va vraiment servir de boussole à l'ensemble de l'entreprise sur un temps long. Et ce qui reflète aussi la singularité de l'entreprise, c'est qu'effectivement, c'est elle qui choisit ses combats. Donc, en fait, la transformation de l'entreprise démarre dès l'amont, dès le travail en fait, de formulation de la mission, qui va devenir donc la boussole de l'entreprise pour une durée de globalement 5 à 7 ans. Parce que si cette démarche de société à mission est dans tous les cas impulsée par le dirigeant, elle est portée par les collaborateurs. Et donc, le dirigeant doit embarquer ses collaborateurs dans cette démarche, qui est un processus exigeant, qui peut être long. On met entre 6 mois et 24 mois pour passer société à mission, selon la taille de l'entreprise, le secteur d'activité. Et c'est ce qui permet aussi de clarifier le projet d'entreprise. Et donc, le dirigeant d'entreprise et la direction d'entreprise impliquent très tôt les collaborateurs. C'est ce qu'on voit en fait dans les premiers retours d'expérience, mais aussi les actionnaires et les parties prenantes externes. Et après le changement statutaire, là, on n'est plus dans l'intention, on n'est plus dans l'incantatoire, on est bien dans l'engagement. Et donc, la mission contient bien cette notion d'engagement et qui devient juridiquement opposable et avec un double contrôle pris par que sont donc la gouvernance de la mission avec le comité de mission. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans le retour d'expérience, 4 sociétés à mission sur 5 ont intégré au moins une partie prenante externe dans la gouvernance de la mission. Donc là, Arnaud pourra y revenir, mais c'est un point extrêmement important. Et le deuxième organe de contrôle, c'est l'organisme tiers indépendant qui vient vérifier la bonne exécution des objectifs. Alors justement, Arnaud Gangloff, pourquoi c'est important d'avoir éventuellement un représentant, un intervenant extérieur ? Nous, on a fait le choix d'avoir un représentant de l'ensemble de nos parties prenantes dans notre comité de mission. Donc, je pense que c'est important pour décaler un petit peu le débat par rapport à l'actionnaire. Classiquement, une entreprise, elle est responsable vis-à-vis de son actionnaire. On pourra y revenir. On va parler de Danone. Il nous reste un peu plus de 2 minutes, donc il faut y aller vite. Voilà, sur ce point-là, c'est important d'avoir cette idée que dans la responsabilité, qu'elle soit environnementale ou sociétale, on s'adresse à l'ensemble de nos écosystèmes, l'ensemble des gens avec qui on travaille. C'est nos collaborateurs, c'est nos clients, c'est nos fournisseurs, c'est le monde des ONG, c'est le monde de l'académique. En tout cas, nous, on a un représentant de chacune de ces parties prenantes dans notre comité de mission. Mais je voudrais rebondir alors sur ce que vient de dire Anne Mollet sur le temps long. Est-ce que ce n'est pas l'une des explications de
l'éviction d'Emmanuel Faber. Le temps long de cette démarche de société à mission, et puis une forme d'impatience de certains des actionnaires. Arnaud. Je pense que non. Je pense que non, parce que le temps long ne nous interdit pas de réfléchir à ce que l'on fait aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'il y a une idée importante dans ces sujets de développement durable, c'est de penser aujourd'hui dans la perspective de ce qu'on veut faire sur la durée. Mais ne pas partir du principe qu'on ne peut pas se poser la question de ce que l'on fait aujourd'hui. D'accord ? C'est des approches par les externalités négatives, par exemple. Ouais. Il me semble que la question de la mesure est un des sujets majeurs à venir. Donner de la valeur à l'extra-financier. Donner de la valeur à l'extra-financier, mesurer les choses autrement, pour montrer justement ce lien qu'il y a entre le court terme et le long terme. Je pense que l'éviction d'Emmanuel Faber n'a pas grand-chose à voir avec ça. Je vous rappelle que 99% de son Assemblée générale avait validé le passage entreprise à mission, et donc finalement avait adhéré à sa projection. Oui, il y a des critiques sur sa gouvernance un peu trop personnelle. Alors ça peut être ça peut être une des explications. En tout cas, je pense qu'on est sur une question classique de gouvernance d'entreprise, où à un moment donné, un conseil d'administration a, avec son PDG, voire son directeur général, un certain nombre de points à faire valoir. Je crois qu'il ne faut pas mélanger ça avec la notion d'entreprise à mission. Et d'ailleurs, son successeur s'est empressé de soutenir cette initiative. Je vous donne la parole pour conclure, Anne Mollet. C'est pas un coup d'arrêt pour vous, parce qu'il était quand même devenu un symbole, Emmanuel Faber. Oui, mais globalement, il est quand même plus difficile de remettre en cause une mission qu'un dirigeant. Et on est bien sur la question de la protection aussi du domaine de l'entreprise à mission. Et donc, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer lors de la prochaine Assemblée générale, donc du 29 avril, donc, sur laquelle on a deux options globalement. C'est soit la direction, effectivement, choisit de ne pas remettre en cause la société à mission, ce qui semble se profiler, c'est vraiment le cas. Et donc, dans ces conditions, les deux organes de contrôle donc, sont le comité de mission, et là encore, le président de comité de mission a annoncé qu'il ne démissionnait pas pour l'instant, qu'il attendait l'Assemblée générale. Donc, les deux organes de contrôle, donc comité de mission et après, l'OTI, vont voir justement la compatibilité entre le nouveau plan stratégique et la mission. Et effectivement, si ces organes considèrent que les nouvelles orientations stratégiques ne sont plus conformes à la mission, alors le groupe pourrait perdre sa qualité de société à mission. Bon, ça, c'est la première option. Alors, et la deuxième option... Il faut que je vous interrompe, pardon, parce qu'on n'a plus le temps, mais merci beaucoup d'avoir témoigné, d'être venu débattre sur ce thème-là. On aura l'occasion d'en reparler forcément et de vous redonner la parole. Merci à tous les deux. Tout de suite, c'est Smart Ideas et on chausse des baskets en laine recyclée. C'est parti. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Mathilde Blétry. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la co-créatrice de la marque Hubac, lancée en 2018. Pourquoi vous avez créé cette marque? C'était quoi votre idée de départ? Alors, en fait, à la base, on adorait la laine et on a vraiment eu envie de la détourner pour l'usage d'une basket parce qu'on connaissait ses atouts, en fait. Donc, la légèreté, le confort, le fait que ce soit thermorégulant, antibactérien. Bon, c'est des atouts qu'on retrouve globalement dans les matières naturelles. On trouvait qu'il y avait une forte dépendance à l'industrie pétrolière, au plastique, dans la chaussure. Et il s'est trouvé qu'en plus, on pouvait y intégrer la dimension écologique parce que la laine, c'est pas forcément une matière écologique. Ça provient souvent de Nouvelle-Zélande. Il y a des scandales liés à l'élevage de moutons. Nous, pas du tout. Elle vient du Tarn. Donc c'est de la laine recyclée? Tout à fait. Ça provient de pulls, en fait, de bornes relais vêtements. En plus, qui sont triés par couleur, donc on vient pas reteindre la laine. Vous verrez, on a plein de belles couleurs. Et toutes ces couleurs, elles sont obtenues sans aucun ajout de colorant chimique. Donc on économise vraiment beaucoup d'eau, forcément des colorants chimiques et de l'énergie. Et en plus, on a ce savoir-faire en France. Alors ces pulls, ils sont défibrés pour être revalorisés. Est-ce que c'est compliqué à faire, ça, défibrer un pull? Eh bien sûr, parce que du coup, on vient rajouter quand même une étape au sein de la filature. Donc c'est une innovation qui a mis plus de 10 ans en partenariat avec des ingénieurs italiens, tout à fait. C'est pas nous qui l'avons inventé, c'est vraiment cette filature qui a bossé dessus. C'est breveté. Et oui, c'est compliqué. C'est un procédé qui est vraiment secret. C'est assez mécanique et c'est un gros pain, mais ça doit être plus complexe que ça.
Donc ça, c'est les baskets en laine recyclée. C'est sur ce produit que vous lancez la marque Hubac. Et puis alors, vous portez aujourd'hui un nouveau modèle qui est dans un autre matériau. Là aussi, c'est étonnant, c'est intéressant. Elles sont en quoi, vos baskets? Elles sont en chanvre. En chanvre, Oui. Qu'est-ce que ça apporte? On peut faire plein de trucs avec le chanvre. Hein. On peut tout faire. Il n'y a pas seulement une option fumée, et on peut aussi construire des bâtiments. Comment vous utilisez ce matériau? Alors déjà, on l'a choisi parce que c'est la fibre la plus écologique du monde textile. Vraiment, voilà, il y a eu plusieurs études qui sont sorties dessus, il n'y a pas de doute. Malheureusement, c'est une matière dans le textile qu'on a beaucoup abandonnée. Donc comme vous le disiez bien, on en produit beaucoup du chanvre. On est le premier producteur européen, mais malheureusement, pour le moment, on l'utilise que dans l'isolation. Donc nous, on a vraiment envie de revaloriser cette filière textile déjà en Europe et en France, et on travaille dessus. Donc là, pour le moment, le nôtre, il provient d'Espagne, mais dans quelques mois, on espère, il y a des tests qui sont en cours pour vraiment le réintégrer en France, et c'est une matière qui ne nécessite pas d'eau, pas de pesticides, qui est très solide, donc qui est très intéressante, et on a réussi à faire quelque chose aussi de confortable en le mélangeant au lin. D'accord, Voilà. donc il y a du chanvre et du lin. Et les semelles, alors quel matériau vous avez choisi pour les semelles Hubac? Alors, toujours pareil, on privilégie des matières naturelles à faible impact. Ouais. On utilise de l'éthanol de canne à sucre pour une semelle très légère, donc qui vient remplacer l'éthanol du pétrole par de l'éthanol de canne à sucre. C'est un peu le même procédé que pour faire de l'alcool. Et on utilise aussi du caoutchouc recyclé, donc c'est issu d'anciennes semelles en fait, qui vont être broyées et réintégrées. Voilà, toujours très confortable, du caoutchouc naturel et recyclé. Alors, ces matériaux, je crois qu'ils viennent du Portugal, c'est ça? C'est ça. C'est là aussi que vos baskets sont fabriquées. Il n'y Oui. avait pas plus de savoir-faire en France? Ouais. On s'est heurté, déjà, on a eu des fabrications françaises, on s'est heurté au fait qu'on dépendait que d'une seule fabrique, qui était très limitée en savoir-faire. Nous, on voulait améliorer des points de durabilité sur notre basket, c'était vraiment une dimension qui nous tenait à cœur. Donc on est parti au Portugal, parce qu'aussi, il y a du savoir-faire au niveau des composants éco-responsables et qu'on peut venir les regrouper autour de l'usine de fabrication. Mais on continue d'encourager le savoir-faire Made in France dès qu'on le peut, sur tout ce qui est le travail de la laine, recyclé, filé, tissé en France, et la fabrication de nos accessoires. Donc nos bonnets, ils sont tricotés à 1600 mètres de nos bonnets, à Roanne dans la Loire, et nos chaussettes à Limoges. Alors, bonnets, chaussettes avec des opérations en plus solidaires, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Alors ça aussi, c'est une partie qui est très importante chez Hubac. On veut aussi agir directement pour l'environnement. Donc on reverse une partie de notre chiffre d'affaires à des associations. Celle dont on est le plus fier, c'est la Ligue pour la protection des oiseaux, avec qui on reverse déjà 10% de notre chiffre d'affaires sur chaque accessoire acheté. Et chaque année, on a monté l'opération #Rebird. On crée un bonnet en collaboration avec eux. On lance en précommande sur un mois et tous les bénéfices sont reversés à cette organisation. Et cette année, on a levé 5 690 €. Donc on est très contents. Eh ben, Parce que c'est 3 fois plus que l'année dernière. Bravo. Donc, voilà. Merci beaucoup. Mathilde Blétry, bon vent aux baskets et aux accessoires Hubac. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur bismarck.fr, évidemment, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je vous dis à demain. Salut à toutes et à tous.